Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que donc de vous retrouver pour partager ces instants-là. Depuis le début de la semaine, nous vous partageons des pensées de l'intellectuel Joseph Kizerbo. Aujourd'hui, sa citation est celle-ci. « S'ignorer soi-même, c'est être une épave au fil de l'eau. C'est l'échec programmé du développement prêt à porter, quels que soient les moyens investis. » Bonne méditation en cette journée du 5 février 2021. Bienvenue à cette dernière convocation puisque nous sommes vendredi. Mon nom est Lukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité. Fidèle au poste, les juges au siège sont là. Geoffroy Vara, bonjour. Bena Bouma, bonjour. Bonjour Président, bonjour Juge Vara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bouma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Nos salutations également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, à la radio WATFM et également à la télé True TV, sans oublier le service digital qui vous permet aussi de suivre à travers nos plateformes digitales, Facebook Live, YouTube, chez notre chaîne YouTube. Merci en tout cas de nous suivre à travers cette émission. Ce matin, nous allons parler de la gouvernance du Bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, 4 années après la prise de fonction de l'actuelle équipe dirigeante. Vous savez qu'en décembre dernier, le premier responsable était face à la presse pour rendre compte des progrès en matière de gestion collective des droits d'auteur et également des droits voisins au Burkina Faso, de l'amélioration du cadre juridique à celle de la gouvernance avec à la clé la hausse des montants collectés au profit des créateurs. C'est un BBDA qui vaut l'admiration de plusieurs pays africains et considéré comme une référence reconnue à l'international qui avait été présentée à l'époque, ce qui n'est pas du goût, en tout cas sinon du regard du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Sinamub, qui hier vous l'avez également suivi, et tout en remettant en cause la légalité même du directeur général à la tête de l'institution, parle d'une gestion opaque et chaotique du BBDA. Alors quelle réponse fait-on donc à ces récriminations par le syndicat et comment comprendre aussi ce qui a été présenté comme progrès? Nous en parlons avec le premier responsable, la personne de M. Ouabou Bara. Wali Bara, donc bonjour. Bonjour au Président, bonjour aux deux juges. C'est toujours un plaisir d'être au tribunal de l'actualité en vue de faire connaître davantage le droit d'auteur et les droits voisins. Bonjour. Merci à vous de votre disponibilité surtout. Alors, mesdames, messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos. Commençons par donner la parole à Bena Bouma. Merci Président. Mon avant-propos va concerner l'exercice d'hier, livré par le Premier ministre devant la représentation nationale, donc la déclaration de politique générale, donc voulue par la Constitution burkinabé, donc qui lui permet de nous dire ou de dire à la représentation nationale, parce que c'est nous que les députés représentent, ce qu'il a comme feuille de route et tout. Donc, étant donné qu'il a eu 1h30 pour exposer, il est effectivement allé, comme on le dit, droit à l'essentiel. À telle enseigne que certains points ont été survolés, escamotés. Et donc, il a même précisé qu'il reviendra aux députés, s'ils veulent davantage en savoir aussi, de faire venir les ministres pour pouvoir venir répondre à des questions, donner plus de précisions. Donc, c'est une déclaration qui ne permet pas de voir dans certains éléments essentiels comme la sécurité, la maladie à coronavirus. Dans sa déclaration liminaire, ces choses-là ne sont pas très bien ressorties. Mais bon, on ne peut pas vouloir, comme on appelle ça, deux choses à la fois. En même temps, parce que il y a des gens qui doivent suivre. En son temps, ça faisait des heures. Alors, ils ont tenté de diminuer l'exercice, donc ça ne permet pas aussi qu'ils puissent s'étaler sur un certain nombre de choses. Donc il y a beaucoup de Burkinabés qui disent rester sur leur faim, sur leur soif, parce qu'il n'est pas allé au fond. Mais il ne le peut pas, parce que si vous avez 1h30, il n'a même pas rempli les 1h30, hein. Il a fait moins que ça, donc c'était déjà très difficile de rentrer dans ces détails-là. Mais c'est en même temps une occasion de savoir comment est-ce que les choses vont évoluer dans les années à venir. Donc c'est un exercice, j'ai dit bien voulu par notre Constitution. S'il n'était pas, ça ne passait pas, le Premier ministre
devait être naturellement éconduit et le président nommait un nouveau Premier ministre. Donc c'est ce qu'on a voulu comme changement dans notre constitution. Et donc, après cet exercice-là, maintenant, l'activité, pour ne pas dire, du Premier ministre commence. Mais la révélation majeure, c'est par rapport au municipal, qui risque un report, le nouveau code général de collectivité qui est en passe d'être passé, un nouveau découpage également qui est annoncé, et donc, mais aussi le forum sur la réconciliation, une journée de la cohésion sociale. Donc, sur le plan de l'administration du territoire et des questions intérieures, c'est là que véritablement on a eu, je voudrais dire, du béton. Mais ça lève un coin du voile par rapport aux supputations liées au municipal. Parce que s'il faut intégrer que les arrondissements doivent avoir plus de responsabilités, naturellement il faut modifier les textes qui vont avec, et ça passe aussi par le référendum parce qu'il y a certains éléments qui touchent jusqu'au niveau de la Constitution. Donc comme ils disent qu'il y a un dialogue qui va s'ouvrir sur le plan politique, mais sur le plan social, parce que le dialogue social n'a rien à voir avec dialoguer avec les organisations de la société civile, parce que quand on parle de dialogue social, c'est beaucoup plus les questions des travailleurs. Donc on attendra de voir maintenant de segment après segment comment est-ce que les choses vont se dérouler. J'ai dit, mais l'essentiel est beaucoup plus concentré sur les questions de l'administration du territoire, les questions intérieures, et puis voilà. Donc c'était ça mon avant-propos. Comme ce n'est pas un sujet enrôlé, je ne pourrais pas m'étaler là-dessus. Évidemment, et on aura l'occasion d'y revenir si vous souhaitez. Merci à vous, Ben Abouman. Ça va être au tour de Geoffroy Var. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner le Mali, avec on va dire les positions tranchées qu'il y a là-bas depuis la dissolution de la CENI. Il faut rappeler que cela est intervenu, si ma mémoire est bonne, en début de semaine, et le Conseil national de la transition a fait comprendre que cela était logique parce que le mandat, notamment des membres de cette CENI-là, était arrivé à son terme. Et pour l'UM5, qui regroupe des partis de l'opposition et certains groupements et associations, et bien pour eux, il n'y a rien d'autre qu'une manœuvre, notamment pour ce qui est de la jeune militaire, de pouvoir avoir un mot à dire et une pression forte sur les élections qui viendront l'année prochaine. Donc c'est comme ça qu'ils se regardent aujourd'hui en chaîne faïence sur cette autre question de la CENI, donc une quinzaine de membres dont le mandat est arrivé à son terme, et donc une CENI qui a été dissoute. On sait qu'au Mali, les élections sont organisées par, on dit qu'il y a en gros le ministère de l'administration territoriale, il y a ce qu'ils appellent, si ma mémoire est bonne, c'est le CEG, c'est le DEG et la direction. C'est la direction aux élections, une direction générale aux élections, voilà, une direction générale aux élections, DGE, voilà, qui organise ces élections-là avec la CENI. Donc ça veut dire que très clairement, ce sont des organes sur lesquels, lorsque vous avez évidemment une bonne main, si vous y avez des hommes, cela peut impacter fortement, je ne dirais pas les résultats, mais au moins la trajectoire des choses après. Et je crois aussi que ce qui avait été reproché à IBK, c'était justement cela, qu'il y ait des institutions qui ne transpirent pas vraiment l'indépendance qu'elles devaient transpirer. Le problème se pose encore avec ce CNT, dont beaucoup d'éléments sont ceux de la junte et qui clairement tiennent ce pouvoir-là. Si encore pour ce qui est de l'organisation des élections, ce sera encore eux qui auront à décider, et il faut être sûr que ça sera l'un de leurs qui viendra, ou bien celui qui aura leur quitus. Et je pense que c'est ça la crainte aujourd'hui de l'opposition malienne, et qui demande même d'ailleurs que la transition s'arrête ici et maintenant. Donc on entend parler de mouvements qui vont commencer et tout. Est-ce qu'on va aller jusqu'à cela? Bon, c'est quelque chose qu'on observe comme actualité malienne. Et puis on a notre correspondant permanent là-bas, Bouré Massoulou, qui au regard de l'évolution des choses nous en fera le point dans nos sessions d'information. D'accord. Merci donc à tous les deux pour ce regard croisé sur l'actualité. En guise d'avant-propos, merci à tous les deux et merci également à l'équipe de réalisation. Sans plus tarder, nous allons nous entretenir à présent et entendre le directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, Ouabou Bara, donc avec qui nous allons parler de la gouvernance de l'institution dont il a la charge ce matin, qui fait l'objet de certaines récriminations, des griefs portés par le SENAMUP
alors que c'est un BBDA qui se porte bien selon ses premiers responsables. On va porter un jugement justement sur son état de santé ce matin. Encore une fois, bienvenue au tribunal de l'actualité. Vous savez que nous commençons toujours par des questions personnelles. On vous a vu récemment en novembre dernier, donc à l'occasion de ces élections, battre campagne pour le président Roch Marc Christian Kaboré, aux côtés de votre ami et frère, le ministre Aruna Kaboré, dans le Roch Label. Est-ce que cette posture politique est compatible avec les charges du directeur général du BBDA dont vous avez la charge aujourd'hui? Mais je pense que j'ai été nommé par le président Roch Marc Christian Kaboré et je suis comptable, des acquis et des imperfections aussi également au cours de ce mandat. Donc pour moi, il était légitime de défendre ce mandat sur le couvert du secteur culturel. Parce que, on l'a dit pendant cette campagne, nous avons constaté lors de la gouvernance du président Roch Marc Christian Kaboré que malgré le triptyque sécuritaire, sanitaire et de la fronde sociale, le budget alloué au ministère de la Culture a connu une augmentation substantielle. Et c'est au cours de ce mandat également qu'on a pu ce que j'appelle l'acte des 3 milliards que le secteur culturel a pu obtenir. C'est notamment le milliard pour l'organisation du cinquantenaire du FESPACO, le milliard à l'attention des acteurs de la filière du cinéma et le milliard consécutif aux effets néfastes provoqués par la Covid-19. Donc, au regard de tous ces aspects, nous pensons qu'il était pour nous légitime d'accompagner le chef de l'État dans l'optique de consolider ses acquis et d'ouvrir le chemin des perspectives. Mais bizarrement, ce qui a été mis en exergue, ce n'est pas forcément les aspects culturels, ce qu'on a mis dans la culture, qui a été présenté comme le label du président Roch Kaboré. C'est plutôt les aspects économiques, la question de la gestion de la crise économique et sociale, la crise de la pandémie du Covid-19. Est-ce que vous n'avez pas suffisamment pesé de votre poids pour qu'on entende véritablement ce qui a été mis dans le panier de la culture, pour que cela soit présenté comme un label? Non, je pense que quand on a dit, le slogan c'était Roch Marc Christian Kaboré, le label de la cohésion sociale et du développement. Je pense qu'on ne peut pas parler de cohésion sociale et du développement sans ancrage de la culture. Et il va de soi que, un peu comme à l'image du discours de politique générale dont Bernard Bougouma fait cas, quand on regarde le discours, on peut avoir l'impression que, par exemple, je sais qu'ils sont nombreux les acteurs culturels qui seront un peu frustrés dans leur coin parce qu'ils n'ont pas senti peut-être des éléments assez, je vais dire, étayé sur le secteur culturel. Mais, je vais dire, tout le monde sait qu'on ne doit pas regarder la nomenclature au niveau du gouvernement en regardant le montant alloué, par exemple, au ministère de la Culture ou en regardant même la position lors des conseils des ministres. Tout le monde sait qu'en réalité, on est le premier ministère au sein de ce gouvernement. Et tout le monde sait, pour vous rappeler même cette citation de Kizerbo, il faut être que d'avoir. Alors, l'être, c'est quoi? Bien sûr, c'est la culture. Et la culture, c'est l'ADN de notre société. Et je pense que ce n'est pas la littérature dont on a besoin pour faire comprendre que la culture est au début et à la fin de tout développement. D'accord. Question de généralité, Geoffroy Vara. Oui, moi je vais rebondir sur une question que vous posiez et la réponse que notre invité donnait, qui ne me satisfait aucunement. Vous dites que vous êtes comptable des bons points, tout comme des mauvais, notamment du président du FASO. Vous êtes directeur du BBDA, Bureau burkinabé des droits d'auteur. Même si vous avez été nommé, cela ne coule pas de source en termes de logique et vous soutieniez forcément sa candidature. Je pense que celui qui a été le porte-parole et le porte-voix pour nous expliquer chaque matin ce qu'était l'action de l'exécutif, on ne l'a pas senti autant. Bon, c'est vrai que ça, je ne sais pas si c'est ça qui lui a coûté son poste, mais dans tous les cas, le ministre de la Communication, lui, moi je ne l'ai pas senti dans la campagne, en tout cas dans Roch Label et autres. Il y a beaucoup d'autres qui sont ministres et qui ont été même reconduits, on n'a pas senti dans cet engagement politique-là aux côtés du président lors de la présidentielle. Que vous soyez peut-être convaincu de l'action du président, dites-le clairement. Mais si c'est de votre posture de directeur du BBDA que cela découle le soutien, moi je ne comprends pas. Mais peut-être au risque de me répéter, pour moi, l'action culturelle doit s'inscrire dans l'action politique. Tout ce que nous faisons au niveau du BBDA,
s'il n'y a pas d'orientation dans le référentiel qu'est le PNDS, on ne peut pas l'appliquer. Donc il va de soi que je pense que nous sommes comptables et c'est parce que le chef de l'État a une oreille attentive à nos préoccupations. Je vous donne un exemple simple. Au niveau du BBDA, dans les statuts, il est prévu la mise en place d'un système de prévoyance sociale à l'attention des membres. Nous avons mis en place en 2016 AMA, qui signifie aide aux membres âgés, qui est un mécanisme pour assister les artistes du 3e âge. Mais le plaidoyer, il a été accepté par le chef de l'État qui, en 2017, a donné sa contribution personnelle à hauteur de 20 millions. Donc, c'est autant d'éléments pour moi qui militent. J'ai cité Rémi Dandjinou, ministre, j'ai cité Séni. Tout cela aussi, ils auraient pu, oui. Ils auraient pu, mais ils n'y sont pas allés. Je veux dire que c'est pas parce que vous avez été ministre, vous avez été directeur, que de facto, vous devriez soutenir la candidature de Roch Kaboré. Vous êtes convaincu peut-être de son action, dites-le. Vous êtes militant MPP, dites-le. Vous êtes, voilà, dites-le. Mais ne dites pas que c'est parce que je suis directeur de BBDA, donc je suis comptable plus ou moins de ce qui a été fait pendant le régime Kaboré. C'est pour cela que moi aussi j'ai soutenu. Je pense que ça tient pas. Mais pourtant, je pense que ça fait partie des éléments de réponse. Ne prenez pas des exemples de certains ministres qui ont décidé peut-être de ne pas soutenir l'action du chef de l'État. Bon, ça c'est ce que vous affirmez. Peut-être qu'on ne les a pas vus. Voilà, ils n'ont d'ailleurs n'étaient pas été activistes, mais pas... Voilà, peut-être qu'ils n'ont pas été aussi actifs que le mouvement Roch Label, mais peut-être qu'ils ont travaillé dans l'ombre aussi. Moi, je ne sais pas, mais je pense que j'ai déjà vu le ministre Rémi Dandjinou je veux dire que j'aurais préféré que vous parliez de vos convictions plutôt que du fait que vous ayez été à un poste et qui, de facto, et dans la logique, fait que vous soutenez la candidature de Roch Kaboré. Parlez peut-être plus de vos convictions. Là, je vous comprendrai. Oui, mais je pense que l'un dans l'autre, on dit tous la même chose. Hein. Ah non. Je suis convaincu, d'abord. Bon, après, je ne donne pas tous les éléments. Même quand on prend un monsieur comme Roch Christian Kaboré, pour moi, les valeurs humaines qu'il incarne déjà, je l'ai rencontré qu'une seule fois, mais je trouve que... je ne sais pas quel terme utiliser, mais il fait tout sauf... on sent que le costume, je vais dire, de la présidence n'a pas métamorphosé l'homme. Voilà, il est accessible, il est assez simple, il est assez courtois. Ce qui fait même qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous voyez souvent certains qui le traitent, entre guillemets, de certains noms pas du tout courtois, mais... il y a quand même ces valeurs humaines que l'homme incarne. Hein. Donc, au-delà de ça, il y a cette conviction que j'ai. Mais je dis aussi également qu'à la tête du BBDA, peut-être que si ça n'avait pas été le président Roch Christian Kaboré, peut-être qu'on n'aurait pas eu un acteur culturel à la tête d'un bureau burkinabé des droits d'auteur. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce bureau a été longtemps géré, pendant longtemps, par, si vous voulez, entre guillemets, l'establishment voilà, du ministère. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est une forme de rupture. Et il y a autant d'éléments qu'on peut mettre dans la balance qui ont milité. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais vous donnez l'impression comme si c'était le président Roch Kaboré personnellement qui vous a mis à la tête du BBA, alors qu'on sait aussi par qui vous êtes venu. Donc, on va donner l'impression d'un engagement assez particulier du président sur les questions d'hommes de culture à la tête du BBDA. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends, mais je dis, le directeur général du BBDA, il est nommé sur proposition du ministère de tutelle, n'est-ce pas? Mais quand le ministre envoie cette proposition sur la table du Conseil des ministres, mais elle peut être rejetée. Parce que le décret, c'est la signature du chef de l'État, encore une fois de plus. Donc, je ne vois pas quel commentaire je peux ajouter à cela. Vous poursuivez, mais vous passez la parole à... Oh non. D'accord, Bernard, vous me prenez la parole. Alors, on sait que vous êtes arrivé par le truchement du ministère de la Culture. En son temps, c'était Tahirou Barry, dont vous avez soutenu la campagne en 2015. Alors, aujourd'hui, cette année, vous avez battu campagne pour le président Roch Christian Kaboré à travers le concept de Roch Label. Alors, le parent qui a porté Tahirou Barry en 2015 a battu campagne également pour le président Roch Kaboré, mais Tahirou Barry a battu campagne sous le label MCR, si je peux encore prendre le mot label, sous le label MCR. Alors, question, pourquoi cette année vous n'avez pas soutenu la candidature de Tahirou Barry?
Parce que je m'étais déjà engagé ailleurs. Vous êtes resté aux parents, vous partez au MCR ou vous avez intégré le MPP? Parce que ça fait 3 entités, je voudrais savoir. Non, je pense que le Roch Label n'est pas membre du MPP. Le MPP est un parti politique. Mais il y a des cadres du MPP qui sont dans le Roch Label. Il y a des militants du MPP qui sont dans le Roch Label. Oui, mais la composition du Roch Label est un regroupement d'appartisans, d'intellectuels de tous bords, qui ont compris qu'il n'était pas important de militer dans un parti politique, mais de créer une structure dans laquelle ils pouvaient fédérer l'intelligence collective et de soutenir l'action du président Christian Kaboré. Bon, certains sont venus ministres sans carte politique du MPP, mais maintenant ont pris la carte, certains même ont réussi à se faire élire député à l'Assemblée nationale, alors qu'en 2015, ils n'avaient même pas la carte du parti. Certains disaient ne même pas savoir où se trouve le siège du MPP à Ouagadougou. Alors vous, est-ce que vous avez franchi le pas également en prenant la carte du MPP? Non, pas encore. D'accord. Apparemment, le président doute de la réponse. On va parler de BBDA plutôt que de votre personne. Et il y a quelques jours, c'est-à-dire le 3 février dernier, on a vu vous et quelques agents du BBDA prêter serment au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et l'exercice lui-même semble être inédit pour nous journalistes. On voudrait bien savoir, on parle d'argent assermenté pour, en tout cas, mener à bien la mission. À quoi répond véritablement cet exercice qui a été donné de constater? Alors, il faut dire que la cérémonie d'assermentation, la première qui avait eu lieu donc le 16 novembre à Bobo-Dioulasso et la seconde le 3 février au tribunal de grande instance de Ouagadougou, la suite du processus de mise en œuvre des dispositions prévues par la nouvelle loi 048 du 12 novembre 2019. Vous savez, nous avions une loi, celle 032 du 22 décembre 1999, qui pendant 20 ans a permis quand même d'avoir des acquis en termes de gestion du droit d'auteur et des droits voisins, mais qui, après 20 ans de mise en œuvre, présentait quelques insuffisances, notamment avec l'explosion du numérique, avec de nouveaux types de droits à gérer, mais également aussi au niveau de l'opérationnalisation dans le recouvrement des droits d'auteur. À ce niveau, nos agents de perception rencontraient certaines difficultés lorsqu'ils étaient face à des infractions. Ils avaient des difficultés à faire des saisies parce qu'ils n'étaient pas assermentés. Donc nous avons travaillé au niveau de la nouvelle loi à prévoir ces dispositifs à son article 106 qui prévoit le mécanisme de l'assermentation. Et c'est ce qui a été fait. Et pour nous, cette assermentation revêt un ordre moral, ordre moral en ce sens que l'agent assermenté a obligation de suivre les règles d'éthique et de déontologie dans l'exercice de ses fonctions. Cette assermentation est également un ordre économique, parce que cette assermentation participe au renforcement des capacités de ces agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, pourront désormais faire des constatations, dresser des procès verbaux qui pourront aboutir à des procédures pénales et même saisir des œuvres contrefaites. Tout cela va contribuer inéluctablement à l'augmentation de l'assiette des redevances de droits d'auteur et des droits voisins. Et puis enfin, pour nous, il était important de changer l'image des agents de perception auprès de l'opinion publique. Vous savez, souvent sur le terrain, nos agents sont souvent victimes face à des utilisateurs pas du tout courtois. Et pour nous, il était important que les uns et les autres aussi comprennent avec cette visibilité qu'a pu connaître cette cérémonie d'assermentation que désormais on ne pourra pas exploiter des œuvres littéraires artistiques sans s'acquitter de la redevance.
Oui, mais justement, de façon concrète, est-ce que cela veut dire que, je prends le cas de nos médias par exemple, on sait qu'on peut reverser un certain nombre de voix. C'est-à-dire qu'un matin, vous pouvez venir nous faire fermer? Non, je pense qu'avec les médias, nous avons quand même des rapports assez intéressants. Nous sommes le premier bureau de droit d'auteur sur le continent à mettre en œuvre les droits d'auteur au profit des journalistes et des éditeurs de presse. Donc c'est dit que le droit d'auteur et les médias, c'est quand même un bon mariage. Mais l'idée aussi, c'est que, vous comprenez aussi que derrière la promotion du droit d'auteur, pour nous, c'est de travailler quand même à faire du droit d'auteur un modèle économique pour les créateurs, parce que c'est très important. Vous avez vu qu'avec le Covid-19, n'eût été des droits collectés en 2019, parce que lorsque nous sommes en 2020, c'est le principe du N-1, c'est les droits collectés en 2019 qui ont été distribués aux titulaires de droits. Vous avez vu des titulaires avoir des montants quand même assez intéressants qui ont permis à ces créateurs de renouveler la création. Et pour nous aussi, le droit d'auteur doit pouvoir être aussi un outil de gestion du risque pour les auxiliaires de la création. J'entends par auxiliaires de la création les producteurs et les éditeurs. Lorsque ces derniers investissent sur les artistes, ils doivent pouvoir avoir un retour sur investissement. Et pour nous, une collecte optimale permet de répondre à ces besoins-là. Donc, modèle économique pour les auteurs, outils de gestion de risque pour les auxiliaires de la création, mais également aussi la protection du droit d'auteur aussi permet à notre société de mieux vivre, parce que vous savez qu'une société qui ne rêve pas est appelée à disparaître. On va parler tout à l'heure de tout ce qui a été présenté comme progrès donc sous votre magistère, mais il y a déjà votre personne qui cause problème selon le SYNAMIP, qui trouve que vous êtes illégalement assis à la tête donc du BBDA, parce que vous êtes à la fois directeur général et en même temps éditeur, c'est que n'autorise pas les textes en la matière. Que répondez-vous à cela? J'ai envie de dire que moi je fais confiance à l'autorité qui a étudié mon dossier avant de me nommer, et puis on ne se nomme pas directeur général. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire sur ces propos. Mais c'est une question de légalité. Est-ce que, après avoir été nommé, vous ne pouvez pas faire en sorte que votre statut de directeur général ne soit pas concilié justement avec celui d'éditeur? Parce que vous continuez d'écrire, vous continuez d'éditer, et ça cause problème. Et même que, à ce qui a été dit hier, il y a eu une volonté de corriger justement cette erreur-là, mais en même temps, vous êtes membre du comité qui a siégé pour travailler sur cet aspect-là. Mais je pense que si nous n'avions pas voulu être transparents, le SYNAMIP n'aurait pas eu cette information. Donc, j'ai envie de dire que ce n'est pas un secret que lorsque on finit d'adopter une loi, on travaille à mettre en place les décrets d'application, les arrêtés, et à améliorer le cadre juridique. Alors, pour revenir au fameux article 26 que vous évoquez, il est contenu dans le document qu'on appelle ça vous passe à la tête? Oui, non, c'est en fait, lorsque nous avons adopté la loi, des décrets, 3 décrets d'application ont été pris en compte, et on a travaillé aussi sur les arrêtés. Maintenant, le règlement général. Le document, c'est le règlement général. Le règlement général est le document, si vous voulez, d'affiliation entre le BBDA et ses membres. Ce document-là, il date de 2015 et il présentait des insuffisances, notamment sur des terminologies qui n'étaient pas consacrées à l'intérieur, des types de droits qui n'étaient pas pris en compte, et également il y avait cet article 26-là qui disait en substance, si vous voulez, qu'il faut éviter les conflits d'intérêts dans la gestion du BBDA. Donc, ne pas se trouver dans une position de juge et partie. Exactement. Voilà. Et nous avons convoqué les instances légales du BBDA, c'est-à-dire le conseil d'administration, l'assemblée générale, les commissions techniques d'identification, quelques personnes ressources, et les travaux étaient présidés
par le président du conseil d'administration et non le directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur. Et par ailleurs, l'un des membres du SINAMUB qui siège au sein du conseil d'administration était à ces travaux. Et je crois que certainement, c'est dépalu, certainement que cette information est tombée sur les réseaux sociaux dans l'optique certainement d'en faire un lynchage médiatique, mais qui n'a pas eu lieu parce que c'est un consensus qui se dégage sur les travaux, sur le règlement général. Ce n'est pas la personne du DGSE ne peut pas influencer le président du conseil d'administration, ni tous les membres qui ont siégé sur les travaux. Mais vous dites que vous ne voulez pas vous prononcer là-dessus parce que s'il y avait des problèmes relativement à la lecture des textes, ceux qui vous ont nommés les auraient vus. Mais vous travaillez aussi, quoi qu'on dise, aussi sur un article 26 qui, dans le contenu, dérange un peu si on veut faire les interprétations. Je pense que c'est ce que le SINAMUB a voulu partager ici sur le plateau avec nous. Est-ce que ça dérangeait vraiment ? Non, pas du tout. Je pense qu'ils n'ont pas fait une bonne lecture de cet article. Si vous prenez par exemple, l'article dit qu'il n'est, en fait, comme je l'ai dit, je n'ai pas l'article sous mes yeux, mais l'article dit simplement, au cas où il y aurait en fait un conflit d'intérêts, que celui, par exemple, qui est dans le conflit d'intérêts, s'engage à ne pas influencer. Parce que, si vous voulez, moi étant éditeur, par exemple, je nomme les directeurs à des postes spécifiques, c'est-à-dire directeur de la répartition ou le directeur de la documentation. Est-ce que je ne pourrais pas influencer le directeur de la répartition pour qu'il me donne, par exemple, un montant plus conséquent que, par exemple, le juge va... Est-ce que vous voyez? Mais moi, depuis que je suis au BBDA, j'ai suspendu, par exemple, mon adhésion. Donc, ça ne pose même pas un problème dans le fond. Et ensuite... Des artistes comme des membres de... Vous n'avez jamais perçu de droit en tant qu'éditeur? Avec le livre que j'ai sorti? Non, pas du tout. Ils peuvent vérifier cela. Le BBD a ouvert, ils peuvent vérifier cela. J'ai sorti le livre Droit d'auteur, comment tirer profit en 2019. Mais ce livre-là, il est déclaré pour les autres titulaires, c'est-à-dire le graphiste, ceux qui ont fait les images, etc. Mais moi, en tant que membre du BBDA, mon adhésion a été suspendue. Et quand vous expliquez, on a l'impression que bon, ça ne dérange pas du tout. Mais pourquoi est-ce que vous le révisez? Non, nous le révisons parce que c'est un texte qui doit être d'actualité. Qu'est-ce que vous avez apporté? Quel changement vous avez apporté? Mais je vous ai dit par exemple que les terminologies comme par exemple arrangeur, il y a beaucoup de choses. Non, mais sur le fameux article 26, je veux dire. Non, sur le fameux article 26, il n'y a pas eu véritablement de modification. Rien n'a changé véritablement. Tu dis que le comité n'a pas siégé pour uniquement... Non, pas du tout. En réalité, le règlement général, comme je l'ai dit, c'est le document d'affiliation entre le BBDA et ses membres. Dans tous les bureaux de droit d'auteur, généralement, il est mis à jour, par exemple, à la SACEM, il est mis à jour chaque année. Parce qu'il y a de nouveaux types de droits à gérer, c'est des choses qui bougent chaque 6 mois. Donc il faut chaque fois réunir les gens, relire, et voilà. Et ça a été fait dans une démarche inclusive et participative. Pour quelqu'un qui n'a pas envie d'être transparent, il n'a pas besoin de... et puis le document est signé par le président du conseil d'administration. Ce n'est pas le DG qui valide le document. L'autre reproche qui vous est fait par le SINAMUB, c'est que vous avez participé aux travaux, donc vous avez influencé. Mais c'est normal que je participe aux travaux, non seulement, je vais dire, par mes apports, mais il ne faut pas aller douter de la personne, de la bonne foi des gens. Parce que de la bonne foi des gens. Ce qui nous a été présenté, c'est quoi? Il y a un fameux article 26 qui vous dérange parce que quand on fait la bonne lecture, vous êtes dans des jeux d'intérêts qui sont contradictoires, donc qui ne vous mettent pas à l'aise. Vous décidez avec plusieurs autres articles de toucher ce fameux article 26 là, et puis vous participez aux travaux. Pour eux, c'est pas possible. Mais j'ai envie de dire, une fois de plus, qu'il ne faut pas accorder trop de crédit au SINAMUB. C'est vrai que quand on dit... c'est grave quand même. Non, c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que, effectivement, quand on voit la dénomination syndicat national des artistes musiciens du Burkina, ça donne l'impression que tous les artistes se retrouvent au sein de cette association. Il faut dire que le SINAMUB fait partie des 55 associations membres du BBDA.
il y a 55 associations membres du BBDA. Et le BBDA ne peut pas être géré en dehors des instances de gouvernance. Les instances de gouvernance du BBDA, c'est quoi? C'est l'Assemblée générale, où le SYNAMIB est représenté. C'est le conseil d'administration, où le SYNAMIB est représenté. Et c'est la direction générale. Mais il n'en demeure pas moins un partenaire. Vous dites qu'il ne faut pas trop accorder d'importance à ce qu'ils disent. Il n'en demeure pas moins, le SYNAMIB n'en demeure pas moins un partenaire du BBDA sur des questions essentielles sur lesquelles vous discutez et qui sont de l'ordre de l'intérêt qui est défendu, notamment par le SYNAMIB et ses membres, qui sont aussi des artistes. Je suis d'accord avec vous. Donc, mais ce que vous dites là, c'est quand vous dites qu'il ne faut pas prendre au sérieux ce qu'ils disent et tout, est-ce que c'est pour un directeur du bureau de Burkinabé des droits d'auteur, parler comme ça de l'un de ses partenaires, est-ce que c'est sérieux? Mais c'est sérieux. C'est tellement sérieux même parce que si vous prenez les 55 associations dont je vous dis, nous avons rencontré plus le SYNAMIB que les autres 54 associations. Au nom de quoi nous rencontrons plus le SYNAMIB que les 54 autres associations? Parce qu'il vous apporte la contradiction à chaque fois. Parce qu'il nous apporte la contradiction. De quelle contradiction on parle? Je vous dis aussi également qu'on ne peut pas gérer un bureau de droit d'auteur en dehors des instances légales. Le SYNAMIB a des représentants au sein de l'Assemblée générale, au sein du conseil d'administration. Pourquoi vous souhaitez que lorsqu'on finit d'échanger, on doit encore échanger avec des instances hors légales? Il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, pendant que nous faisons un plaidoyer pour que les partis politiques puissent venir s'acquitter de la redevance de droits d'auteur, vous organisez un sitting devant le BBDA. Pendant que nous disons aux partis politiques que nous percevons les droits pour le bonheur des créateurs, que des créateurs viennent dire qu'il y a une question d'opacité, une question de non-transparence. À un moment donné, il faut savoir où ça manque de cohérence. Ça manque de cohérence pour un syndicat. Puisqu'un syndicat, c'est travailler à l'amélioration quand même de ses membres. Le BBDA n'est pas le patron du syndicat. Le droit d'auteur est une contribution des revenus d'un créateur. Et mieux encore, le BBDA gère 6 répertoires. Le BBDA, ce n'est pas que la musique. Imaginez-vous qu'on recevait régulièrement les membres du cinéma, du livre, des arts plastiques, du théâtre, de la danse, au même rythme que le SYNAMIB. Est-ce que nous pourrons nous en sortir? Non. C'est ça qu'il s'agit. Et mieux, quand ils viennent chaque fois avec des plateformes et qu'on leur donne des réponses cohérentes, il faut comprendre qu'ils ont compris, mais le lendemain, on trouve d'autres choses qui s'adaptent. Chaque jour, on remodifie cette plateforme avec des nouveaux contenus. Vous pensez qu'aujourd'hui, il est logique qu'après 4 ans de nomination, on vient de dire aujourd'hui que pourquoi cette nomination est illégale, pendant qu'ils ont eu 4 ans pour manifester sans mettre cela dans leur plateforme revendicative. Ça pose problème. Ça, c'est un. Je parle de cohérence. 2, ils nous disent qu'ils veulent faire une manifestation contre la transparence du fonds de promotion culturelle, la dotation d'un logiciel unique de comptabilisation et le fonds exceptionnel de solidarité 1 et le deuxième fonds exceptionnel de solidarité. Ayant eu vent de ce sitting, nous invitons le SYNAMIB à passer dans nos locaux. Je passe un coup de fil donc à son secrétaire général qui vient au bureau avec 5 autres membres et le BBDA les reçoit et on dépouille les 4 points de la plateforme. On leur donne des réponses qui sont satisfaisantes devant nous. Et ils prennent même des images qui passent sur leur page. Mais cela ne les empêche pas le lendemain de revenir encore avec ces mêmes points devant le BBDA pendant que des partis politiques viennent s'acquitter de la redevance. Vous trouvez que ça c'est cohérent? Parlons justement des différents points. Il y a la question du fonds de promotion culturelle et puis il y a, je pense, un autre fonds que vous avez... Fonds exceptionnel de solidarité. Voilà. Et ils disent qu'ils ont demandé la liste exhaustive et nominative de ceux qui ont perçu ces fonds-là et que jusqu'à aujourd'hui, vous vous refusez à les donner. Et surtout que les montants ont fluctué entre-temps. Alors, pourquoi? Bon, je vais faire le point, je vais revenir point par point sur les 4 points de leur plateforme. Pour qu'ensemble on voit qui est dans la cohérence ou pas. Alors, le premier point, il parle d'un logiciel de comptabilisation unique que le BBDA devrait mettre à la disposition des radios et des télés. Parce que c'est récurrent, cette problématique qu'il pose. On a demandé à savoir quel est l'objectif visé à travers la mise à disposition de ce logiciel de comptabilisation unique.
Ils ont dit c'est pour que ça évite de faire une répartition aléatoire parce que certains animateurs jouent des œuvres et ils mettent plutôt d'autres noms sur les feuilles de présence, donc ce qui ne concorde pas avec la répartition. J'ai expliqué à la délégation que les BBDA n'évoluent pas ex nihilo. La gestion collective, là, nous l'avons importée de l'Europe. Et le BBDA est membre de la Confédération internationale de la Société des auteurs-compositeurs, dont le BBDA assure la vice-présidence au niveau du comité africain. Si un tel logiciel existait, mais nous n'aurons pu l'avoir. Mais c'est que par le biais de la coopération. Mais si, par exemple, le Synamib est au courant de ce logiciel, mais qui nous envoie ce logiciel avec la facture qui va avec. Mais non, mais pour nous, on n'a même pas besoin de ce logiciel de comptabilisation unique. Je vais vous expliquer pourquoi. Prenons le cas de la répartition pour les partis politiques. Les partis politiques exploitent des œuvres. Le MPP a par exemple payé 5 millions, il exploite 1079 œuvres. L'UPC a payé 5 millions, ils ont exploité pendant 103 œuvres. Lorsqu'ils viennent s'acquitter de la redevance, on remet à ces partis politiques les relevés d'exploitation des œuvres. Et lorsque les artistes jouent, ces relevés d'exploitation sont remplis par les responsables du parti qui le cachettent et qui l'expédient au BBDA. Ici, pour cette répartition qui est en train de se dérouler depuis le 28 janvier, dites-moi en quoi on a besoin d'un logiciel de comptabilisation unique. Sauf que c'est déclaratif, c'est-à-dire ça dépend de qui voudrait bien remplir convenablement et vous le faites parvenir. Mais pourquoi on doute de la bonne foi des gens? Pourquoi on pense que moi qui suis responsable du MPP, Bernard Bougma a joué 2 fois, mais comme j'aime pas la tête de Bernard Bougma, je vais mettre une seule fois. Et mieux, pour les radiodiffuseurs, non seulement nous prenons les relevés de programmes physiques, mais nous utilisons aussi les clés USB pour faire un croisement des données. Donc là-bas, c'est plus scientifique qu'au niveau, par exemple, des partis politiques. Donc il n'y a pas une question de logiciel comptable, logiciel unique de comptabilisation unique. C'est un gros mot qu'ils utilisent qui, en réalité, ne veut rien dire. Maintenant, nous sommes ouverts aux échanges, comme on a dit à son premier responsable. Si vous avez vent de ce logiciel, mais nous, ça va nous faire plaisir. D'autant plus même que l'expert même qui a conçu le logiciel de répartition, Roy Pokos, qui est devenu aujourd'hui Africos, Bukayi Sawadogo, et au niveau du BBDA, il a un bureau. On bénéficie de cette expertise sur le plan national. Vous pensez que si ce type de logiciel existait, Bukayi Sawadogo ne l'aurait pas développé? Et on a invité le syndicat à faire quand même une immersion pour mieux comprendre la gestion collective. Parce que souvent, on sort des mots pour donner l'impression qu'on a envie d'être à l'affût des médias. Donc voici le premier élément qui vous montre clairement, et je vous dis quand on a donné des explications, en tout cas avec l'acquiescement, je parle de la gestuelle des différents membres, on n'a pas compris pourquoi il y a eu un sitting. Deuxième élément, ils ont parlé du fonds de promotion culturelle. Il trouve que le fonds de promotion culturelle n'est pas transparent et il est géré de façon opaque. Est-ce qu'ils ont des éléments qui prouvent cela? Ils ont dit qu'ils ont en leur sein des membres qui n'ont jamais bénéficié du fonds de promotion culturelle et ils ont devant eux 2 cartes de membres de 2000 et de 95 qui ont bénéficié, alors que pour bénéficier du fonds de promotion culturelle, il faut avoir sa carte de membre à jour. J'ai expliqué le fonctionnement de ce fonds qui a été revu depuis 2017. Depuis 2017, le fonds de promotion culturelle est géré par les créateurs des différentes catégories de membres. Le droit est géré par les BBDA. Qu'est-ce que ça dit? Le BBDA gère par exemple la filière du livre. Vous avez donc un auteur et un éditeur du livre dans le comité. Le BBDA gère par exemple la musique. Vous avez un représentant des producteurs, un représentant des arrangeurs, un représentant des auteurs dans le comité des fonds de promotion culturelle. Ainsi de suite, les arts plastiques, la danse, le théâtre. Et ces membres réunis là, il y a 3 membres de l'administration du BBDA. Ils choisissent un président qui est créateur, un vice-président qui est créateur. Ils reçoivent les dossiers parce que c'est un appel à projet qu'on lance 2 fois dans l'année. Et il y a des catégories dans lesquelles on vient postuler. Par exemple, dans la musique, vous avez aide à l'enregistrement. Dans la littérature, vous avez aide à l'écriture, etc., etc. Les gens postulent sous l'anonymat.
Les gens ouvrent, le directeur général ne rentre même pas dans la salle. Et les résultats sont affichés par ordre de mérite. Maintenant, c'est des humains qui se trouvent dans ce comité de fonds de promotion culturelle. Ils peuvent se tromper. Si vous avez exactement les 2 cartes par devers vous, il faut les acheminer à la direction du BBDA qui va interpeller le président du comité de fonds de promotion culturelle pour qu'il s'explique. Depuis lors, ça fait pratiquement 2 mois qu'ils ont dit cela, ils ne sont pas venus avec la preuve. Donc, ils accusent sans jamais envoyer la preuve. Ça, c'était pour le fonds de promotion culturelle. Et pour finir là-bas, nous avons suggéré au SINAMUP, s'ils trouvaient un autre modèle de transparence, d'inclusion et de démarche participative mieux que l'organisation de ce comité, ben, qu'ils le fassent. Parce que nous n'avons pas le monopole de solutions. Nous sommes dans une démarche de co-construction. Ils ont dit qu'ils feraient des propositions, on ne les a pas encore vues. 3e point, ils parlent du fonds exceptionnel de solidarité que nous avons lancé. Le premier fonds exceptionnel de solidarité a été lancé parce qu'aux premières heures du Covid, avec les premiers cas autour du 9 mars, beaucoup de sollicitations étaient faites de la part des artistes. Donc, le BBDA s'est réuni au niveau de la direction pour réfléchir s'il y a un mécanisme à mettre en place pour accompagner les plus vulnérables du bureau. Et c'est ainsi que, quand on a fait les premiers scénarios, tout, on a dit, est-ce qu'il n'était pas bien de proposer un montant qui serait proche du SMIC? On a essayé, on a vu que le nombre de membres, c'était compliqué. On est allé jusqu'à 30 000 francs CFA. Pour que les gens puissent avoir 30 000 CFA, il fallait que le nombre soit réduit. Donc, il fallait mettre des critères. Donc, les critères qu'on a mis, c'est d'être membre à partir de 2016. C'est-à-dire être venu en répartition les 4 dernières années plutôt. Ensuite, ne pas être fonctionnaire. Ne pas être une personne morale, c'est-à-dire producteur ou éditeur d'œuvres littéraires, etc. Et cette proposition, on allait la soumettre au ministre de la Culture, avec le PCA, qui a trouvé que c'est une bonne idée, à l'époque le ministre Abdou Karim Sango, mais qui a exigé qu'on suive la procédure, c'est-à-dire soumettre cette proposition au conseil d'administration. C'est ce qui a été fait. Il y a eu un conseil d'administration extraordinaire le 8 avril. Et après l'exposé des motifs, le conseil d'administration, à l'unanimité, a accepté qu'on puisse donner 30 000 francs aux différents membres du BBDA qui rentrent dans ces conditions. Ainsi, nous avons, derrière cela, utilisé nos ambassadeurs du droit d'auteur pour dire qu'on avait l'occasion d'illustrer la solidarité en cette période sanitaire. C'est-à-dire, vu qu'on était déjà en mai, et qu'en fin mai, il y a la répartition des droits qui sont issus des collectes de 2019. Et donc, les artistes qui ont déjà les montants importants pouvaient s'abstenir de postuler à ce fonds pour permettre que ceux qui sont plus vulnérables puissent bénéficier de ces 30 000. Et le solde pourra servir à relancer le second fonds de promotion culturelle. Parce que si tout l'argent était distribué, on n'aurait pas un second fonds de promotion culturelle. C'est ce qui a été fait. 2630 artistes ont bénéficié de 30 000 francs CFA. Et il restait, je crois, autour de 60 millions qui ont été reversés au second fonds de promotion culturelle, ce qui a permis au BBDA de respecter son programme d'activité, donc les 2 appels au cours de l'année, malgré le contexte de la Covid. Mais pourquoi il n'y avait pas de liste nominative de ces personnes bénéficiaires? Non, il y a une liste nominative de ces personnes. Et le membre du SINAMUP au conseil d'administration, sur instruction bien sûr de son équipe, a souhaité qu'on publie la liste des bénéficiaires. Et cette question a été soumise au conseil d'administration. Au sein du conseil d'administration, il y a eu des voix discordantes, notamment le représentant du ministère de la Justice qui a trouvé qu'il fallait faire attention. Parce que publier le nom des gens avec le montant, les différents contacts, peut tomber sous le coup de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans la gestion du droit d'auteur. Et les créateurs, notamment le représentant de la musique traditionnelle, a trouvé que pour une question de dignité, il ne souhaite pas que cette liste soit publiée. Mais il y a eu un vote. Et le seul qui était contre, c'était le membre du SINAMUP. Donc, est-ce que si 18 membres, 17 votent pour ne pas publier cette liste nominative et exhaustive, est-ce qu'il faut en faire un problème? Mieux encore, le PCA a dit que les chiffres, la liste restait disponible au niveau des services financiers et qu'à tout moment les gens pouvaient consulter. Et cette liste est passée au sein pendant le conseil d'administration et tout le monde a vérifié, y compris les membres du conseil, les membres du SINAMUP. Le SINAMUP ne fait que répéter qu'ils ont demandé cette liste-là qu'ils n'ont pas. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas accès. C'est comme si
ils n'y ont pas accès. Il y a une barrière volontaire. Non, pas qu'ils sachent clairement. Non, pas du tout, juge Vara. D'abord, le membre du SINAMUP qui est à l'intérieur du conseil d'administration a accès à cette liste. Donc, il peut la montrer à ses membres. Ça, c'est un. De deux, nous avons dit aux membres du SINAMUP, on a même invité à venir faire une immersion. Les services financiers sont là. Quand on partage ces genres de montants-là, les gens ont l'impression, quand on dit 150 millions, le DG a 75 millions dans son costume à gauche et 75 millions à droite et qui partage 30 000, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a une plateforme qui a été mise en place, il y a un service financier, un service informatique, et les noms sont là. Quand vous envoyez un SMS, on vérifie d'abord si vous êtes dans la base de données, dans quelle catégorie vous êtes, et ensuite, il y a le service financier qui procède à votre paiement. Le directeur même n'est même pas au courant de toute cette chaîne. Il ne fait que juste vérifier si exactement c'est fait ou pas. Et les rapports sont envoyés au conseil d'administration, ça a été fait. Maintenant, le quatrième point, sur le deuxième fonds exceptionnel de solidarité. Alors, le deuxième fonds exceptionnel de solidarité, le BBDA n'est qu'une agence d'exécution dans ce fonds. Ça, il faut comprendre. Le chef de l'État a décidé de mettre 1,250 milliard à la disposition des acteurs culturels. Et dans le comité, 150 millions ont été proposés au BBDA pour venir en aide à ses membres les plus vulnérables. Les 150 millions, les conditions qui ont été données sont différentes des conditions du premier fonds exceptionnel de solidarité. Le premier fonds exceptionnel de solidarité, c'était le fonds du BBDA. Ça, c'est le fonds du chef de l'État. Les conditions qui ont été données étaient que les fonctionnaires membres du BBDA ne devaient pas en bénéficier. Les structures morales, donc maisons de production, maisons de littérature, tout ça, ne devaient pas en bénéficier. Et ça devait être uniquement les membres effectifs du BBDA, c'est-à-dire ceux qui ont leur carte de jour, leur carte de membre à jour. Donc vous voyez que le nombre est différent du premier fonds exceptionnel de solidarité. Et quand on a fait l'actualisation de la base de données, on était à 9 000 membres. Mais 9 000 membres, vous pouvez trouver un membre qui est dans plusieurs filières. Parce qu'on peut être auteur littéraire, on peut être auteur dans le cinéma, on peut être, auteur dans la musique, etc. Le comité de répartition, présidé par Thierry Miloko, a dit qu'il faut faire juste la division entre le montant et les potentiels bénéficiaires. Donc le premier calcul qui a été fait, les 150 millions divisés par les 9 000 et quelques, ça faisait 15 000 qu'il fallait payer à chaque membre. Mais il disait que le chiffre, parce que le chiffre a augmenté, presque doublé. Il pensait qu'au départ c'était 4 000, et puis on lui a dit que ça devait être divisé par 9 000 personnes. Mais voilà pourquoi je vous parle de bonne foi et de cohérence encore, surtout de ce monsieur. Parce que dans le bureau, quand il est venu, on l'a bien expliqué avec mes collaborateurs pour dire le premier fonds exceptionnel de solidarité, on a été clair. On a pris les membres qui sont venus en répartition les 4 dernières années, donc 2016-2019. Le deuxième fonds exceptionnel de solidarité, c'est tous les membres qui ont une carte de membre. C'est-à-dire chaque jour aujourd'hui, il y a des déclarations qu'on fait, il y a des adhésions chaque jour. Et cette base de données-là, elle peut être consultée au BBDA. Donc ce qui fait que ceux qui ont postulé au départ, je crois, ils étaient 3200 et quelques, qui ont eu les 15 000. Après, on a constaté, lorsque je suis à la CAIA, une troupe est venue vers moi pour me dire que ils ont appris que les BBDA donnent de l'argent, mais eux, ils n'ont pas les numéros Orange Money, ils n'ont pas de téléphone. Ça m'a surpris. Je dis, mais dans ce cas, venez le lendemain au BBDA. Et on a fait un communiqué, j'ai réuni l'équipe pour dire, notre procédure risque de mettre des gens à côté. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de portable dans ce pays et qui n'ont pas de compte Orange Money. Parce que les conditions aussi, c'était ça. Avoir un compte Orange Money et tout. On a lancé un communiqué pour dire, tous ceux qui ne disposent pas de compte Orange Money et qui sont membres du BBDA peuvent se rendre dans les différentes agences du BBDA. On a une agence à Tinkodogo, à Koudougou, à Dédougou, dans la direction Jean de Bobo. Voilà. Et on a pu avoir d'autres membres, je crois 28, qui sont venus directement au guichet, qui ont pu percevoir. Et on a fait un premier point de 3 444 bénéficiaires que nous avons envoyés au niveau du comité de répartition pour dire, voici ce qui a été réparti, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit de faire une seconde répartition avec le montant restant à tous ces membres. Donc finalement, le second fonds exceptionnel de solidarité a été de 43 000, puisque c'était 15 000 plus 28 000 en décembre, ce qui fait 43 000 francs à 3 444 membres. Si vous faites le calcul, vous voyez que les 150 millions sont épuisés. Est-ce qu'il y a plus de transparence que cela? Ce que nous disons, nous sommes des humains.
il peut arriver que on fasse des erreurs, tout, mais on a travaillé toujours dans la bonne foi. Et on a expliqué cela au Synamib. Mais quand le Synamib, on voit dans les journaux, qu'on dit entre 4 000 et 9 000, qu'il y a eu une augmentation de 5 000 membres, vous voyez que je remets encore la bonne foi et la cohérence de ce monsieur. Parce que chaque fois qu'il rentre dans votre bureau, vous discutez, vous avez l'impression que vous avez quelqu'un de docile, qui entend tout, qui comprend et qui a compris toutes les explications. Mais dès que vous le voyez dans les médias et dans les journaux, vous demandez, mais c'est à cette même personne qu'on s'est exprimé. Parce que, voilà. Dommage que le temps ne nous permettra pas de poursuivre. On a compris déjà l'essentiel, les 4 points essentiels donc, de la plateforme qui a valu cette sortie médiatique. Merci d'être passé nous entretenir. On aura l'occasion de revenir justement sur les... Ah, c'est déjà fini? Ah oui, malheureusement. Ça passe. Mais vous êtes terrible, on n'a même pas mis les acquis, la hausse des droits, la hausse des paiements, tout ça. Et puis, on n'est même pas revenu, vous voyez, les partis politiques. Geoffroy vous recevra au JDS sûrement. Merci d'être passé. C'est le temps imparti à cette émission qui s'épuise. Merci au juge au siège, merci à l'équipe technique de réalisation et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va vous retrouver lundi pour d'autres sujets d'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.